Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce bilan 2018. Donc dans cette vidéo nous allons revenir sur l'année cinéma 2018, ce qui est sorti et que j'ai vu, ce qui est sorti et que j'ai pas vu et que j'aurais aimé voir ou qui avait l'air intéressant, et ce qui nous attendra l'année prochaine comme d'habitude. Alors encore une fois, je vais pas faire un top 5, flop 5, top 10, flop 10 parce que je pense que j'ai pas vu assez de films pour faire ce genre de choses. Du coup je les ai juste classés. Même si un jour il va falloir que je m'y mette à faire des tops et à faire des sélections. Parce que j'ai vu 35 films cette année, dont 23 en salle et 12 en rattrapage. Le dernier que j'ai été voir était le 3 janvier. C'était le dernier que je voulais voir de ma liste de à voir vraiment. Ce genre de vidéo est toujours assez longue, donc on va essayer d'être rapide, comme d'habitude. Tout le monde dit ça et tout le monde est lent. On va commencer par un film que j'ai compté dans les 35 films, mais que j'ai pas vu en entier. Parce que j'ai pas pu le finir, du coup je l'ai mis en hors compétition. C'est Lady Bird que j'avais regardé dans le but de me renseigner un peu sur les Oscars et ce qu'il y avait de nominé. Et je n'ai juste pas pu finir ce film. Au moment où je l'ai regardé, j'ai détesté. Mais je pense que c'est le genre de film que j'aime bien, un peu à la Richard Linklater qui montre des morceaux de vie et tout. Mais au moment où je l'ai regardé, j'étais pas du tout en état de le regarder, je pense. Ça devait être 2 heures, ça devait être minuit et j'attendais la cérémonie des Oscars, j'étais complètement éclaté, j'avais regardé bien 5 films dans la journée déjà. Et j'ai pas pu le finir, mais je pense plutôt que c'est à cause de mon état. Du coup, hors compétition, je peux pas vraiment le juger. Comme en 2016 j'avais fait ça, j'ai découpé en plusieurs catégories pour montrer que c'est pas parce qu'un film est bas dans le classement qu'il est mauvais. C'est juste, je pense pas avoir vu beaucoup de mauvais films. Moi, il y en a que 2 vraiment mauvais, après il y a des voilà. Donc on va commencer dans la catégorie des mauvais avec le numéro 30. Numéro 30, alors que j'ai eu 35 films, c'est parce qu'il y a des ex-aequo. Et le numéro 30, c'est Ant-Man and the Wasp. Et on passe au numéro 29. Non, je rigole, je vais rester un peu sur Ant-Man, même si le numéro 29 a les mêmes problèmes pour moi. Ant-Man and the Wasp, c'est mauvais, ça n'a aucun intérêt. C'est un gâchis d'argent, tellement, c'est inintéressant, c'est un épisode d'attente, et c'est dommage de faire un épisode d'attente. Il y a des idées cool dans le film évidemment, mais ça va pas plus loin. Les explications scientifiques sont toujours aussi foirées, on ne demande pas que ce soit scientifique bien comme il faut, on demande juste à ce que ça ait un peu de cohérence avec le reste de l'univers quand même. Et que ça porte pas dans tous les sens, c'est juste pas bon. Et c'est un peu la même chose que je reproche au numéro 29, Deadpool 2, qui était ma foi beaucoup plus agréable à regarder qu'Ant-Man, mais qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors que j'avais plutôt apprécié Deadpool 1, Deadpool 2 ne réinvente pas le truc, ne fait rien de vraiment très neuf, et je trouve ça plutôt moyen. Et je vais pas rester trop longtemps sur ces 2 films. Ensuite, numéro 28, l'affaire Romanji, qui s'appelle en VO Romanji Israel Esquire, qui est un film que j'avais rattrapé pour les Oscars car l'acteur principal, Denzel Washington, était nominé pour le meilleur acteur. Enfin, c'est un avocat très doué qui perd son patron, qui se retrouve à travailler pour quelqu'un d'autre et qui va se retrouver impliqué dans des magouilles de rançon et de ce genre de bail sombre. C'est juste pas mon genre de film, c'est bien, mais ça fait beaucoup trop film je veux mon Oscar, s'il vous plaît. Et je crois que Denzel Washington l'a eu en travers de pas l'avoir eu d'ailleurs. On continue avec le numéro 27, qui est Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, que je reproche les mêmes choses que l'affaire Romanji, qui est un film pour Oscar. Et c'est très cool en vrai, c'est un très bon film, des très bonnes performances d'acteurs, une réalisation très bonne, une musique excellente. Mais je trouve pas d'intérêt dedans, et je trouve pas beaucoup d'intérêt là-dedans. C'est dommage, on enchaîne. Un numéro 26, c'est pas pareil, c'est Ready Player One, qui est très cool à regarder. Spielberg, il sait toujours faire des films, mais je trouve le côté nostalgique beaucoup trop putassier. Et oui, il y a un fond derrière, il y a une réflexion derrière évidemment, mais je la trouve un peu trop simple et déjà vue il me semble. Du coup je l'ai mis assez bas, dans la catégorie pas pour moi, je l'ai appelé ça parce que c'est vraiment bof. Et Ready Player One, je suis pas rentré dedans. Je comprends qu'on puisse trouver ça génial, mais moi personnellement, non. Ready Player One c'est non. Faudrait peut-être que je le revoie ceci dit, mais Ready Player One c'est non. Ensuite on arrive au premier ex-aequo, 3 films ex-aequo, ce qui n'est pas rien.
3 films, je les ai mis à égalité plus dans le contexte dans lequel je les ai vus, qui est un contexte assez particulier et assez cool, qui est celui du Festival de Cannes. Bon, on arrête les conneries. Alors ces 3 films sont Girl, Burning et 3 visages. 3 visages qui est par le réalisateur de Taxi Driver. Girl raconte l'histoire d'un transsexuel jeune qui a la quinzaine, je crois, qui est né homme et qui veut être une femme et qui fait de la danse. Burning, c'est l'histoire d'un Coréen lambda qui fait sa vie, qui retombe sur une envie d'enfance, qui tombe un peu amoureux d'elle, et puis après elle disparaît à moitié, elle revient avec un inconnu, puis elle redisparaît, puis il y a des bails sombres. Et ces 3 films, je les ai mis à égalité à numéro 25 pour une seule raison, c'est que c'est des films qui sont bien globalement. Hein. Girl est pas mal, Burning est un peu trop je trouve. Et 3 visages de Jafar Panahi, c'est l'histoire d'une... c'est Jafar Panahi lui-même qui va rencontrer une fille dans la campagne parce qu'elle lui a envoyé une vidéo où apparemment elle se suicide. Et donc il voulait aller sur ses traces avec une actrice connue, que j'ai oublié le nom, connue en Iran. Ces 3 films bien, mais qui sont pas du tout le genre de film que j'ai l'habitude de regarder et qui ne m'intéressent pas, mais je reconnais qu'ils sont bien. Burning, je le trouve un peu too much dans le mystère, un peu brillant intellectuel, je trouve. L'ambiance est cool et visuellement il est très très bon. 3 visages, les personnages sont assez attachants et tout fait vrai, ça a vraiment une gueule de documentaire presque, et c'est très cool. Et enfin, Girl, qui a eu la Palme d'Or, je crois, du meilleur premier film, est bien. Le sujet ne m'intéresse pas forcément, et je trouve qu'il manque un peu d'audace ce film. Il est un peu... c'est dans le but d'être normal, hein, d'être un peu documentaire aussi dans cette idée-là, mais je trouve qu'il manque un peu d'audace, sauf pendant une scène dans une piscine, que j'ai trouvé magnifique. Et voilà, ils sont si bas juste parce que c'est pas mon genre de film. On rentre dans une nouvelle catégorie qui est Nope. Des films qui sont, mais que j'apprécie pas. En numéro 24, il y a les Frères Sisters. Pourtant, j'aime bien la mouvance du renouveau du western au cinéma, notamment entraîné par Quentin Tarantino, mais Quentin Tarantino c'est un autre délire. Mais aussi par exemple il y a quelques années, Les 7 Mercenaires, le remake du remake, qui était très cool. Même des westerns dans un style western moderne, comme l'a fait Comancheria il y a quelques années, la même année que Les 7 Mercenaires d'ailleurs. Et mais là, l'ambiance est sympa, c'est visuellement très bien encore une fois, mais je me suis fait chier. Donc oui, les Frères Sisters, je me suis fait chier et je suis pas rentré dedans. La lumière un peu changée, pleine d'éclairage et de paramètres. En numéro 23, toujours dans la catégorie Nope, c'est The Predator. Predator 4, réalisé par Shane Black, qui est un réalisateur que j'apprécie beaucoup, surtout pour Kiss Kiss Bang Bang et The Nice Guys, même si j'aime beaucoup Iron Man 3. Et The Predator, c'est un loupé. Des blagues qui tombent à l'eau, un ramassis de clichés, des personnages débiles, c'est loupé. Un univers un peu trop fantasque pour ce qu'est Predator normalement, surtout qu'il essaie de s'inscrire dans la lignée de Predator Schwarzy. C'est juste un loupé et je vais pas aller plus loin sur ce film. Mais on va rentrer dans les films, ça passe, les films cool. Et en numéro 22, un film dont je vais pas m'attarder dessus très longtemps parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, c'est Le Labyrinthe, le remède mortel, donc le 3ème film de la saga The Maze Runner, encore une fois réalisé par Wes Ball, qui n'a réalisé quasiment que ça et qui est un réalisateur à suivre, je pense, qui conclut parfaitement la trilogie. Le premier film était cool, le deuxième film était cool, le troisième film est cool. C'est, je pense, la seule saga adaptation littérature jeunesse que j'ai suivie depuis Harry Potter. Et ce 3ème film conclut parfaitement la saga, conclut l'histoire, continue le développement des personnages, c'est très bien, on s'attache aux personnages. Tout va bien dans cette saga, c'est parfait. C'est très cool que chaque film ait réussi à développer son ambiance, avec le labyrinthe et le petit carré vert au milieu dans le premier film. Dans le deuxième film, c'était une ambiance beaucoup plus désert, détruit, post-apo, Mad Max. Et là, le 3ème film se passe majoritairement dans une grande cité futuriste de fou. Et c'est très très cool.
Et du coup ça change de chaque film a une ambiance totalement différente, c'est vachement sympa. En numéro 21, un film que j'apprécie beaucoup, qui est pas très bon, mais que j'apprécie beaucoup et que je trouve divertissant, et c'est peut-être parce que je suis un fanboy qu'il est si haut, parce que là c'est des films que je commence à apprécier quand même, c'est globalement les films que j'ai aimés là, à partir d'ici. C'est Solo et Star Wars Story, donc le dernier Star Wars, le Star Wars de 2018, que moi j'ai trouvé cool. Enfin, la plupart des scènes sont cool, sauf Dark Maul, mais il y a des bonnes idées, la direction artistique est vachement bonne, même si visuellement en termes d'ambiance et tout ça ressemble quand même vachement à du Rogue One, mais en même temps ça se passe un peu dans la même période, et c'est juste, je trouve ça divertissant et sympathique, et j'ai rien d'autre à dire, et ceux qui crachent sur le film, je les comprends, parce que oui, mais au bout d'un moment il faudra s'habituer à ce que fait Disney avec Star Wars. C'est triste à dire, mais il faut pas s'attarder dessus plus longtemps. À numéro 20, il y a L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam, que je suis très content de pouvoir avoir vu au cinéma, parce que je pense qu'il n'y aura jamais de sortie DVD, et j'ai réussi à le voir au cinéma. Il a dû rester en salle 2 semaines en France, il y avait une séance dans mon ciné à côté de chez moi, j'y suis allé, et juste pour son développement qui a mis 15 ans, non 15-20 ans, c'est un film à voir, et après je suis pas rentré full dedans, c'est un délire quand même à suivre, mais j'aime bien. Adam Driver prouve qu'il est un bon acteur quand il joue pas Kylo Ren. On va pas s'attarder dessus très non plus là, c'est les films ça va, c'est les films que je trouve cool, ok, rien d'autre à dire. Ensuite il y a à nouveau des ex-aequo, 2 ex-aequo, qui sont les Marvel de Stanley, qui sont à part Ant-Man du coup, qui sont Avengers Infinity War et Black Panther. J'adore Black Panther, j'adore Avengers Infinity War. Pourquoi ils sont si bas? L'année dernière j'avais mis tous les Marvel à égalité aussi, qui était numéro 13 je crois, mais je les ai beaucoup moins appréciés que ceux de cette année. Je les ai mis si bas pour... Je devais les mettre à égalité parce que Marvel reste Marvel. Je les ai mis si bas pour 2 raisons. Pour Avengers 3, parce que la fin est couillue. Mais on sait que dans Avengers 4, qui sortira en avril prochain, cette fin n'aura plus aucun intérêt et plus aucun impact, et c'est un peu dommage. Et pour Black Panther, même si tout ce qui entoure le film est incroyable, ça reste un Marvel. Ça reste un Marvel. Mais j'adore ce film, c'est sans doute un de mes Marvel Cinematic Universe préférés. Parce que j'adore Ryan Coogler déjà, j'adore Creed et Fruit Valley Station, ces 2 derniers films. Et ce film est très bon, mais ça reste un Marvel. Un numéro 18, c'est le dernier film que j'ai vu de l'année, celui que j'ai rattrapé il y a quelques jours. C'est Aquaman, que je trouve super cool, mais en vrai il y aurait des trucs qui auraient changé un peu. Le film aurait été beaucoup plus haut dans le classement. Déjà, chaque scène d'action est un chef-d'œuvre. James Wan a un talent pour filmer les scènes d'action de folie. Donc chaque scène d'action est ouf. La caméra part dans tous les sens, des sens qui te retournent le cerveau. Il y a des plans qui sont extrêmement beaux, qui ressemblent vachement à presque des peintures. Genre je passe à un plan où la caméra est à moitié dans l'eau, hors de l'eau. Où il y a le bateau, les 2 héros qui descendent avec un flare, enfin une lumière rouge. Et autour, les monstres, là, quand ils approchent de la fosse, les monstres tout autour, il y en a des millions, et on ne sait pas comment il en rentre autant, mais c'est taré. Mais le reste du temps, et les designs surtout, et surtout le reste du temps, l'histoire, on la suit comme un téléfilm fantastique M6 qui passe en période de Noël. C'est-à-dire, quand t'es petit, c'est hyper cool à regarder, et moi j'adore regarder ce genre de trucs encore. Bah c'est tout, et ouais, voilà. Et je trouve l'humour est un peu trop lourd aussi, même si ça colle bien au personnage d'Aquaman. L'humour est un peu trop lourd, je trouve. Nous rentrons dans la catégorie des vachement bien. Et avec un numéro 17, encore des ex-aequo. Pour les mêmes raisons que l'an dernier d'ailleurs. L'an dernier, un ex-aequo, après le Marvel Cinematic Universe, il y avait les films The Rock, c'est-à-dire Jumanji et Baywatch. Et bien c'est la même chose. Il y a Skyscraper et Rampage, qui sont 2 films The Rock. Et je vais pas rester longtemps sur ces films parce que ce sont des bons films d'action. Si vous voulez un bon divertissement, un peu con mais très bien réalisé, vous allez voir Skyscraper et Rampage.
Et je vais pas y rester longtemps dessus pour une seule raison, car j'ai un seul argument. The Rock, même s'il n'est pas toujours producteur de ses films, permet de faire les seuls films d'action intéressants pour faire face au cinéma de super-héros. C'est le seul qui arrive encore bien comme il faut à faire des entrées sur des films d'action qui sont pas des films de super-héros, qui sont des films d'action qui ont des bases à l'ancienne. Skyscraper, c'est Die Hard, clairement, mais qui refait ça de manière magique, magistrale, très bien réalisée. Des scénarios débiles, mais enfin simples, vraiment du Roland Emmerich, c'est-à-dire des scénarios simples, très bien réalisés, fins, et des personnages clichés et tout, mais c'est simple, ça marche bien, il n'y a rien à ajouter. Un numéro 7, il y a un film que j'attendais pas du tout, j'ai été voir comme ça, qui est Death Wish, qui est très cool, avec Bruce Willis, qui raconte l'histoire d'un homme, chirurgien je crois. Sa femme s'est fait tuer pendant un cambriolage qui a mal tourné, et sa fille est tombée dans le coma je crois. Et il va se mettre en quête de faire justice lui-même. Et le film pose plein de vraies questions sur est-ce qu'il faut faire justice soi-même et tout ce genre de trucs. C'est très intéressant, mais il y a un truc qui m'a marqué dans ce film, c'est le réalisme. Ce film me fait vrai. Et je vais sortir un seul argument et après je passerai au numéro 15. Ce film crée des mèmes dans le film. Genre, il y a des mèmes, dans l'univers du film, il y a des mèmes qui se sont créés par rapport au personnage principal. Et ces mèmes, ils m'ont fait exploser de rire. Non pas parce que, ah c'est drôle, il y a des mèmes dans le film, mais parce que les mèmes eux-mêmes, les memes, enfin les mèmes, sont excellents, sont très bien trouvés, c'est le genre de mèmes qui marche. La première fois que je vois phénomène populaire assez jeune, les mèmes, phénomène populaire d'internet, relation avec le public plutôt jeune qui a moins de 30 ans, qui est bien utilisé, qui est bien fait, et c'est juste ça, juste pour ça aller voir ce film. Un numéro 15, j'ai pas grand chose à dire sur ce film non plus parce que je l'aime beaucoup et c'est tout. C'est un film assez poétique, assez beau et joli, et c'est La forme de l'eau de Guillermo del Toro, qui est juste jolie. C'est une jolie poésie, et j'ai pas grand chose à ajouter de plus, c'est un très bon film, il a mérité tout ce qu'on lui a donné et tout, c'est joli. Un numéro 14, je m'attendais pas à le mettre si haut parce que j'ai pas été le voir au cinéma, je l'ai rattrapé du coup, c'est Pacific Rim 2. J'adore Pacific Rim, premier du nom. C'est sans doute un de mes blockbusters préférés. Il rentre à l'aise dans les 5 préférés. Et je m'attendais pas à aimer autant Pacific Rim 2. L'histoire est débile, vraiment, ça n'a pas beaucoup de sens, les personnages sont... Il n'y a rien qui va, scénaristiquement. Mais les scènes d'action sont toujours aussi cool, dantesques, et ça fait toujours plaisir. Et chaque fois qu'il y a une scène d'action, t'es là, oh oui, c'est trop bien. Et j'ai rien d'autre à dire sur ce film, encore une fois. Mais vraiment, je veux juste dire ça, c'est chaque scène d'action est encore complètement ouf. Mais scénaristiquement, ça n'a pas beaucoup de sens. On continue avec le numéro 13, que j'aime bien pour les mêmes raisons que j'aime les films The Rock. C'est-à-dire Skyscraper Rampage. Mais celui-là, je l'ai beaucoup plus kiffé. Parce que déjà, tout ce qui est sous-marin, j'adore ça. C'est Arnaud Trouble, ou The Meg. C'est trop cool. Vraiment, c'est simple, direct, ça passe pas par quatre chemins. Ça a des visuels plutôt intéressants, et c'est cool, et il y a des requins géants, et j'adore ce film. C'est pas non plus le digne héritier de Les Dents de la Mer, qui est presque indépassable. Mais c'est tellement excellent ce mec, c'est un gros délire, et les mecs qui ont fait ça, ils se sont donnés à fond, et tous les acteurs ils sont à fond dans le délire, et c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. En numéro 12, c'est un film de mon réalisateur préféré, qui est un des premiers films que j'ai vu de l'année, mais que j'ai pas vu au cinéma, qui est Last Flag Flying de Richard Linklater. J'aime beaucoup Richard Linklater, allez voir ma vidéo si c'est pas fait, elle date un peu mais elle est toujours aussi cool par là, des deux côtés. Et là, Richard Linklater qui fait des films donc sur la vie et sur des étapes de vie et ce genre de choses. Et là, l'étape de vie, c'est la mort et le deuil. Mais, même avec un sujet comme ça, il arrive à faire un film assez feel good finalement, et assez... même s'il est poignant, il est assez feel good, assez... c'est un film sur la vie, et j'adore ça, et c'est trop bien, et ça se rattache totalement à tout ce que je dis que j'aime dans ma vidéo sur Richard Linklater. Tout ce que j'aime, et que je le dis dans cette vidéo, ça marche pour ce film. Alors numéro 11,
Astérix c'est le secret de la potion magique, parce que c'est trop cool, ça va dans tous les sens, c'est un délire encore ce film. Ça finit en combat de kaiju, quand même. Vraiment, j'ai pas vu Astérix et le domaine des dieux, le premier Astérix d'Alexandre Astier. Mais j'ai très envie de le voir du coup. Celui-là, tout va bien, chaque blague marche. Et c'est des blagues comme Astérix, comme l'univers d'Astérix et FR, c'est-à-dire des blagues qui marchent pas que pour les enfants. Et même qui marchent pas du tout pour les enfants, pour certaines. Mais c'est juste un très bon film. Et je suis content car là, nous sommes au numéro 11. Et d'ici là, au numéro 1, il y a quand même 4 films français en contre Astérix. Et c'est cool que le cinéma français devienne intéressant. On t'a vu. Et donc le numéro 10, c'est aussi un film français très cool, qu'il faut que vous voyez, parce que c'est un film à voir. C'est Le Monde est à toi de Romain Gavras, qui est le film français de l'année, vraiment presque. Tout est ouf dans ce film. Les musiques utilisées, la réalisation, la colorimétrie, enfin, la lumière, l'histoire, les personnages, les acteurs. Vincent Cassel, Illuminati. Ce film est dingue. Et ça a des influences que j'aime beaucoup, notamment du Soderbergh pour les Ocean 11, 12, 13, et aussi un peu de montage à la Guy Ritchie, bien énervé, et une esthétique de clip de PNL, parce que c'est vraiment ça, surtout au début, on le voit, enfin de clips de rap en général, ça a des influences de fou, et c'est vraiment un des meilleurs films de l'année. Mais pour moi, il n'est pas excellent. Il est très bon, mais il n'est pas excellent. Et là, on est dans la catégorie excellent, où il y a 4 films, donc du numéro 9 à 6. La numéro 9, c'est le meilleur film de super-héros de l'année, c'est Venom. Je ne comprends pas ceux qui crachent sur ce film. Clairement, parce que Venom est un excellent film, très bon, très bien fait, qui a le mérite de pour l'instant ne pas être dans un univers étendu. Donc il développe son petit truc dans son coin et c'est très cool. J'ai rien à reprocher à ce film de super-héros. C'est pour moi le film de super-héros de l'année. Il n'y a rien au-dessus pour moi. Un film de super-héros. En numéro 8, je l'ai mis assez haut, mais finalement je m'en fous un peu de ce film. Il est juste très bien fait, carré, clair, net, précis, il marche bien. C'est Mission Impossible Fallout, Mission Impossible 6, encore réalisé par Christopher McQuarrie, qui est juste bon, qui est juste très bon. Il a besoin de rien de plus, il y a des scènes de fou, et ça défend vraiment ce cinéma d'action à l'ancienne, avec le minimum d'effets spéciaux possible. Et j'ai rien à dire de plus sur ce film. En numéro 7, un film que j'avais rattrapé pour les Oscars aussi, mais qui, à mon goût, n'en a pas eu assez, c'est Moi, Tonya, l'histoire de la patineuse Tonya Harding qui a été accusée d'avoir pété les genoux à coups de matraque de son adversaire. J'adore le montage de ce film, qui brise souvent le quatrième mur, qui fait souvent des allers-retours entre réalité, fiction, réalité probable, réalité qui aurait pu se passer, et des brisages de quatrième mur, je l'ai déjà dit je crois. Et regardez ce film franchement, c'est très bon, c'est très bon. Ensuite, on s'approche du top 5, numéro 6, qui est un film d'intérêt public, mais les gens qui doivent le voir n'iront pas le voir. C'est Black Klansman de Spike Lee, qui est très bon. L'histoire est bonne, il est extrêmement drôle, vraiment, pour le sujet qu'il aborde. Adam Driver montre encore une fois que c'est un excellent acteur quand il n'est pas dans Star Wars, même si dans Star Wars c'est un de ceux qui se débrouillent le mieux pour moi, enfin dans les derniers. Il est fou ce film, il est Black Klansman. C'est un film d'intérêt public, tout le monde doit le voir. Et je vais pas m'étaler plus sur ce film, vraiment, voyez-le. Fin. Si j'étais plus objectif, je dirais sans doute que c'est le meilleur film de l'année. Nous rentrons dans le best de l'année, le top 5. Top 5 dont je suis assez fier parce qu'il est très hétéroclite. Top 5 dans lequel il y a 2 films américains, 2 films français, un film russe, dans lequel il y a un blockbuster, un vrai blockbuster de vrai, il n'y en a qu'un,
On va rentrer dans le top 5, désolé si la lumière ne fait que changer. J'adapte l'exposition au fur et à mesure que ma lumière faiblit. Donc on va rester comme ça je pense. Arrête de tomber. On est parti. Numéro 5. Leto. Une comédie musicale russe des années 70, dans les années 70, qui se passe dans les années 70, en noir et blanc. Ça donne pas envie. C'est un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Ce film est incroyable, c'est tellement punk, c'est tellement... ça parle de la dureté du système soviétique à cette époque, surtout pour des rockers. C'est surtout super cool à regarder, c'est assez feel good, c'est punk, c'est violent, c'est 80s tellement, enfin je crois que ça se passe en 1980 exactement, donc ça accorde des grosses influences musicales 70s, mais le début des 80s. Et franchement, c'est un film que j'ai vu à Cannes en fait, que je n'ai pas revu depuis, et c'est la seule envie que j'ai, mais j'attends qu'il sorte en DVD. Normalement il sortira en DVD. Et c'est con que le réalisateur de ce film, que j'ai oublié le nom, qui s'affiche ici, pour des histoires de magouilles sombres, soit interdit enfin soit assigné à domicile. Et c'est très triste qu'un réalisateur aussi talentueux soit bloqué. Mais souvent dans ce genre de pays, les réalisateurs talentueux sont bloqués. Je pense notamment à Jafar Panahi en Iran, qui était interdit de séjour en Iran, je crois même, et qui a fait un film dans Téhéran. Jafar Panahi, plus gros troll de tous les temps. Et voilà, ce genre de réalisateurs qui essaient de dire des trucs, leur pays leur ferme leur gueule, mais ils continuent à essayer, j'ai beaucoup de respect pour eux. Mais Leto est un film très cool avant tout, même sans ça, ça aurait été un de mes films préférés. Numéro 4, un film français. J'en ai ma claque des comédies françaises et ce genre de trucs, ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé même. Mais il y en a une cette année que j'ai été voir parce que ça avait l'air sympa. Et c'était beaucoup trop cool. C'est Budapest, avec Jonathan Cohen et Manu Payet. Qui est juste très bon, une histoire excellente, des personnages très attachants et qui font très vrai. Autant les deux acteurs principaux que leurs deux copines, que j'ai oublié leur nom, qui sont... Voilà. C'est juste très sympathique. Le cinéma de comédie française va souvent dans ce genre de truc, mais pousse jamais aussi loin le délire. Et là, il pousse le délire au maximum, vraiment, il pousse le délire à fond et c'est très cool. Donc voilà. Numéro 3, encore un film français. Bon, ça veut dire que les deux premiers sont les films américains du coup. Dans la brume, un divertissement français. Je suis obligé de le mettre dans le top 3, c'est un divertissement français. C'est des trucs qu'on n'a pas assez, que Seul avait tenté de faire l'année dernière, mais qui s'était un peu planté. Dans la brume, c'est également planté, c'est bien dommage, mais du divertissement français. Ah, c'est très cool. C'est juste très bon. J'ai lu beaucoup de critiques qui le comparent à The Mist. Pour moi, il n'y a rien du tout à comparer avec The Mist. Rien. The Mist est totalement différent et Dans la brume est totalement différent de The Mist. Il n'y a pas à comparer ces deux films, faut arrêter avec ça. Mais c'est juste un très bon film. Français. D'action. Divertissement. Et ça a des bons messages sur la famille, tout ça, des messages qui sont assez classiques dans le cinéma français, mais là, dans un film de divertissement, c'est neuf, c'est jamais vu. On a des visuels de folie, une lumière de malade, tout va bien, des idées incroyables. Voilà. Numéro 2. First Man de Damien Chazelle. Damien Chazelle est ce genre de réalisateur, un peu comme Ryan Coogler pour moi, qui a une filmographie parfaite, très jeune, mais parfaite. Whiplash était un film de dingue, La La Land était techniquement très réussi quand même. Et là, Damien Chazelle quitte le domaine de la musique pour l'espace. Et ce film sera culte. Ce film marquera sur le long terme. Peut-être pas tout de suite, il marquera pas comme Interstellar dans l'idée film spatial. Mais ce film marquera tous ceux qui l'ont vu, et il m'a marqué, et il m'a beaucoup plu. Et j'adore tout ce qui est espace évidemment, mais plus que ça, même en se centrant sur le personnage de Neil Armstrong, et c'est ce que fait le film. Le film s'appelle First Man, c'est le premier homme
Neil Armstrong, c'est le film depuis le début te pose comme il va être l'histoire de Neil Armstrong lui-même. Enfin, la vie de Neil Armstrong, plus que le décollage et tout, même si c'est la toile de fond, la conquête spatiale. Mais c'est vraiment Neil Armstrong sur lequel Damien Chazelle s'attarde. Et sa vie est passionnante et tragique et... Tout va bien dans ce film. Tout est parfait, Ryan Gosling est parfait, la réalisation est parfaite, la musique est parfaite, bien joué pour le Golden Globes, Justin Hurwitz, qui n'a fait que 3 BO dans sa vie, les BO de Damien Chazelle, et qui a eu des récompenses pour les 3. Objectivement, c'est avec Black Klansman le meilleur film de l'année. Mais on est qu'au numéro 2. Et qu'est-ce qu'il y a en numéro 1? Objectivement, rien de mieux. Mais dans mon cœur de fanboy, des gens vont me tuer pour ça parce que plein de gens trouvent que ce film est nul à chier. Jurassic World Fallen Kingdom. Je pense que je n'ai aucune objectivité quand il s'agit de dinosaures. Donc, Jurassic World Fallen Kingdom est pour lui. Je vais pas rester très longtemps dessus. Il y a une vidéo que j'ai faite qui est assez courte et assez nulle d'ailleurs dans ce que je dis. Qui est sur la chaîne et vous pouvez accéder par là. Pour moi, la saga Jurassic World est la seule saga blockbuster qui arrive à avoir un niveau de fou et qui prend pas ses spectateurs pour un con, qui a vraiment du fond derrière. Et oui, le fond de Jurassic World Fallen Kingdom est un peu convenu, mais la forme est tellement ouf. Ils ont bien fait d'engager Juan Antonio Bayona, un mec qui a une expérience dans l'horreur et qui donne un tout autre angle de vision à la saga Jurassic Park, à l'univers Jurassic Park, au lore, qui devient folle. Vraiment, pour moi, toutes les scènes de le manoir sont au-dessus. Même si la meilleure scène du film est celle qui ouvre le film, qui est la scène du mosasaure. The End, juste pour cette scène et pour toutes les scènes avec le mosasaure. Et je vais pas aller plus loin sur ce film parce que c'est juste personnellement mon plus gros kiff de l'année 2018. C'est fini, enfin, vous avez même pas, vous pouvez me sortir des arguments comme quoi Jurassic World Fallen Kingdom est nul, mais vous pouvez pas remettre en question le fait que moi personnellement c'est le film qui m'a rendu le plus dingue de cette année. Ça restera le cas et Jurassic World était déjà mon film préféré à sa sortie. Et franchement, si Jurassic World 3 parvient à bien nous donner ce que la fin de Jurassic World 2 nous annonce, ça va être un truc de taré. Voilà, Jurassic World Fallen Kingdom. Passons très rapidement au film que j'aurais aimé voir et que j'ai pas eu l'occasion de rattraper ou de regarder au cinéma. On va faire ça tout de suite. Lumière un peu différente encore, je fais des réglages à chaque coupure. Donc, il y a 3 films que j'aurais aimé voir cette année mais que j'ai pas eu l'occasion ou que j'ai pas pu. Ces 3 films sont sortis en fin d'année et en fin d'année j'ai pas pu beaucoup aller au ciné et ils étaient pas disponibles en téléchargement pour rattraper donc tant pis. Il y a d'abord Les Animaux Fantastiques 2. Moi, grand fan d'Harry Potter, je joue pas un film Harry Potter au cinéma qui arrive. Mais finalement ça va pas l'air très grave et la seule chose pour laquelle j'attendais le film c'était Dumbledore au final et le reste j'en ai rien à foutre. Donc voilà, je m'en fous un peu. Spider-Man Into the Spider-Verse, parce qu'apparemment c'était the film d'animation à voir, the film de super-héros à voir, ça a l'air sympa. Et enfin Bohemian Rhapsody, l'idée me plaisait bien, apparemment, c'est pas fou. Désolé Bastien. J'ai un pote qui va me tuer parce qu'il a adoré ce film. Mais apparemment c'est pas fou et ce film avait des gros problèmes de production. Et j'aurais aimé que ce soit Bryan Singer uniquement qui réalise ce film parce que Bryan Singer est un réalisateur que j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce qui nous attend en 2019? On a déjà bien avancé dans le mois de janvier, je tourne le 8. Qu'est-ce qui nous attend donc pendant ces prochains 357 jours? Le 2 janvier est déjà sorti Bienvenue à Marwen, le dernier Robert Zemeckis, qui a l'air intéressant. Ses derniers films étaient moyens. Ali avait vraiment pas l'air fou et The Walk était The Walk. Mais là ça a l'air vraiment cool. Ça a l'air un peu d'être un nouveau Forrest Gump. Faudra voir comment c'est. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est un artiste qui s'est fait tabasser
Et pour se remettre psychologiquement, il se réfugie dans la création d'une ville miniature avec des personnages miniatures et il se crée sa propre petite histoire dans son coin. Pour faire face dans un procès à ses agresseurs et tout, et ça lui permet de se reconstruire en fait. Il se reconstruit en reconstruisant une petite vie. Ça a l'air très cool, faudra que j'aille le voir. Le 9, donc demain, en ce qui me concerne, mais vous aurez la vidéo jeudi ou vendredi, donc le 11 ou 12. Creed 2, que j'ai vu hier en avant-première. Je veux pas m'avancer ni rien, c'est le film de l'année. Clairement, c'est le film de l'année. Je vais devenir prévisible as fuck, parce que vous allez voir que en 2015, Jurassic World était sorti, bim, meilleur film de l'année. L'année d'après, Creed était sorti, bim, meilleur film de l'année, pour moi. L'année dernière, Jurassic World 2 est sorti, film de l'année. Creed 2, ce sera sans doute le film de l'année. Je vois pas trop de films qui pourraient le dépasser. Clairement. Dans ce que j'attends en tout cas. Donc je l'ai déjà vu, c'est ouf. Le 16 janvier, un film qui a l'air très intéressant, car Incassable est un de mes films super préférés. Glass, qui continue le M. Night Shyamalan Super Hero Universe. Faut que je vois Split, faut que je rattrape Split. Mais j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air excellent. Ça a l'air cool, ça a l'air très très cool. Le 23 janvier, La Mule, le prochain Clint Eastwood. Clint Eastwood est un réalisateur important, donc il faut un peu attendre ce qu'il a fait, même si j'ai pas vu. Donc 15h17 pour Paris, parce que je suis pas fan du projet de base. Mais La Mule, ça a tellement l'air d'être le genre de dernier film de carrière. Vraiment. Et ça a l'air bien, ça a l'air d'être une histoire intéressante. C'est un vieux papy qui se retrouve à trimballer de la cocaïne. Ça a l'air bien, ça a l'air bien. Le 13 février, Alita Battle Angel, l'adaptation du manga Gun. L'adaptation du manga Gun, que je connais absolument pas, qui a l'air cool. Juste la bande-annonce a l'air sympa. Je suis pas un très grand connaisseur de Robert Rodriguez, mais ce film a l'air sympa. Le 20 février, un film qui sera cool sûrement, même si c'est plus Chris Lord et Phil Miller, c'est La Grande Aventure Lego 2. S'il est aussi drôle et aussi profond que le premier film et que Lego Batman, ce sera un très bon film. Ensuite, le 6 mars, le premier Marvel de l'année, Captain Marvel, qui normalement nous donnera toutes les clés pour comprendre le futur du MCU et comment on va niquer Thanos. Le 23 mars, c'est la date de sortie américaine, donc j'ai aucune idée quand il sortira en France, même s'il sortira. C'est Where Do You Go Bernadette, le prochain Richard Linklater. On connaît pas grand chose de l'histoire, je crois que c'est Kate Blanchett joue dedans. J'attends toujours les films de mes réalisateurs préférés, c'est normal. Le 3 avril, une grosse merde, Shazam. Le 24 avril, Avengers Endgame, Avengers 4. Je vais rien dire, il faut voir. Le 8 mai, Hellboy. Dans cette liste, il y a les films qui sont attendus généralement, plus les films que j'attends en fait. Et Hellboy, j'en ai rien à foutre. Je suis très fan des Hellboy de Guillermo del Toro, mais là, j'en ai rien à foutre. Juste, ça sort. Le même jour, le 8 mai, Pokémon Détective Pikachu. Pourquoi ce film existe? On ira voir ça, n'est-ce pas Benjamin? Le 20 mai, un film que j'attends moyennement, car c'est une adaptation live Disney. Ça m'intéresse pas ces adaptations live d'habitude, mais c'est réalisé par Guy Ritchie, qui est aussi un de mes réalisateurs préférés, et je pense que Disney va un peu le bloquer sur ce film, parce que ça fait quelques films qu'il a pas fait des grosses recettes, bon 2 films en vrai, mais son dernier film qui a été Le Roi Arthur, qui est un de mes films préférés de tous les temps, qui est sorti en 2017, s'est planté en beauté, et c'est dommage. C'est dommage, et je pense que Ritchie va rentrer dans un mood un peu où il va se faire un peu tordre par les studios pour faire ce qu'ils veulent. Et faudra voir le film final évidemment. J'ai pas regardé les bandes annonces et je ne veux pas. Le 5 juin, Godzilla 2. J'ai pas vu Godzilla 1, mais j'ai vu Kong Skull Island, qui est dans le même univers, je rappelle, ce qui amènera à Kong versus Godzilla. Qui a l'air ouf. Des gros monstres, moi je prends. Le même jour, le 5 juin, X-Men Dark Phoenix.
Et il faut voir, je suis pas fan de la nouvelle timeline X-Men avec Days of Future Past et Apocalypse, mais il faut bien dire que c'était divertissant et que X-Men peut toujours apporter quelque chose d'intéressant, j'espère. Le 12 juillet, Men in Black International, j'ai aucun avis sur ce film, on va voir. Le 3 juillet, Spider-Man Far From Home. Je m'en battais les couilles de Spider-Man Homecoming, mais finalement quand je l'avais rattrapé, j'ai plutôt bien aimé le fait que ce soit une teen movie dans le MCU. J'espère que Far From Home fera un peu ce genre de même délire et ça pourrait être sympa. Le 17 juillet, un projet que j'en avais rien à foutre et que je crachais dessus même, qui était le Roi Lion Live. Puis j'ai vu la première bande-annonce, et puis je suis hypé de fou et c'est un des films que j'attends le plus de l'année. Voilà. Le 7 août, sortiront 2 films, Les Nouveaux Mutants. Enfin, ça fait 3 ans qu'on nous l'annonce celui-là. Un film d'horreur dans les X-Men, je veux voir ça, fin. Le même jour sort Hobbs and Shaw, le spin-off de Fast and Furious. Je déteste je déteste. J'ai pas aimé Fast and Furious 8, et je trouve que la saga Fast and Furious part trop loin maintenant. Mais un spin-off avec 2 de mes acteurs d'action préférés qui sont Jason Statham et Dwayne Johnson, je vais peut-être aller voir, on va voir. je vais peut-être y aller, y aller. Le 14 août sort Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Casting de malade, ça a l'air stylé. Je suis pas un énorme fan de Tarantino, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. On verra. Le 9 octobre sortira le film Joker avec Joaquin Phoenix. J'ai aucun avis sur ce film, faudra voir. Je suis un peu déçu que DC s'étale un peu entre plusieurs univers. Il ferait mieux de perfectionner le DCU et de tout ce qu'ils ont dans le DCU, mais tant pis, trop tard. Le 20 octobre, un film dont je n'attends absolument rien, Terminator 6, parce que ça a l'air nul à chier. Le 6 novembre, si la date est exacte, parce que j'ai pas trouvé toujours les mêmes dates, j'ai trouvé des dates qui sortent en 2020 et tout. Zombieland 2. Le premier, Bienvenue à Zombieland, est un film parfait. Et Zombieland 2, on attend que ça en fait. Et à la base, ça devait être une série, je rappelle. Et j'espère que leur projet de série Zombieland est toujours dans littéralement un The Walking Dead comique. J'espère que le projet est toujours dans les cartons et que ça sortira un jour. Parce que ça va marcher s'ils sortent ça. Le 11 novembre, un film que je comprends pas trop. Jumanji, Bienvenue dans la jungle 2. Le premier était sympa, est-ce qu'il y avait besoin d'une suite? Mais ça peut être toujours intéressant. Ensuite, pas de date précise, c'est juste, ça sortira peut-être en 2019. Il y aura Rambo 5, j'ai pas regardé tous les Rambo, je suis qu'au 2, j'ai regardé que les 2 premiers, mais c'est pas que ça me plaît pas. Donc il faudra voir. Et Midway, qui est pour l'instant le prochain projet de Roland Emmerich, ce sera donc l'histoire d'une bataille de la guerre du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale, une bataille assez importante. Et nous finirons l'année en beauté, ou pas, au moins ce sera fini, avec Star Wars 9. Il faudra voir comment J.J. Abrams rattrape le tout, et on peut rien dire d'ici là. C'est tout, on a fini Milan Cinéma. Je vous souhaite une bonne année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que tous vos projets réussissent en 2019. Tout de suite, dans une autre vidéo qui apparaît par là, on va faire le bilan série et jeux vidéo très court, je pense, en moins de 10 minutes ce sera bouclé parce que j'ai pas vu jouer grand chose. Et on continuera avec un bilan de la chaîne, et si vous arrêtez là, donc je vous dis à très bientôt. Allez voir plein de films, mais surtout allez voir les bons. Bisous.